va parler de l'aménagement du territoire et des transports. Et rapidement, la ville de Québec est en croissance, sa population est en croissance et on s'attend encore à une croissance. Hein. Les projections nous amènent à avoir plusieurs dizaines de milliers d'habitants de plus dans la grande région de Québec dans les prochaines années, prochaines décennies. Donc, vraiment, Québec est à l'heure des choix un peu. À quel endroit on va loger ces citoyens-là et comment ils vont se déplacer aussi? Parce que s'ils se déplacent tous avec l'automobile, je pense qu'on arrive un peu je dirais, au bout là, des solutions. Il pourrait avoir beaucoup de trafic. Hein? Exactement. On n'aura pas la croissance qu'on a connue après la Seconde Guerre mondiale. Là. Toute cette époque-là est derrière nous, mais c'est vrai qu'il il y a une croissance, puis effectivement, il faut y penser tout de suite à où vont vivre ces personnes-là. Et on est déjà probablement un peu en retard même, parce que on le voit, la construction ne se fait pas non plus comme ça en claquant des doigts, ça prend du temps. Et après ça, les déplacements. Ça aussi, ça va être une question majeure. Et je pense que le projet de tramway, de Tram-City, là, je ne sais plus trop comment on doit l'appeler avec les derniers changements, mais le projet de tramway répondait aussi à ces nouveaux besoins qui s'en viennent, les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs. Puis, effectivement, il faut mettre en place du transport en commun parce que si tout le monde se déplace en automobile, je veux dire, comme vous, on s'en va dans un mur. Là, c'est pas vivable sur aucun point de vue, ni du point de vue de l'occupation de l'espace, ni du point de vue environnemental, des émissions de gaz à effet de serre. On peut pas continuer comme ça. Là. Oui. Ça, c'est quelque chose de vraiment mal compris, je trouve, à Québec, dans les débats. C'est pas quelque chose qui est compris, qui est présenté comme... C'est pas juste on veut des alternatives pour l'environnement ou autre chose, c'est parce qu'on n'a pas de choix. On a besoin de développer d'autres options, d'autres solutions. Oui, exactement. Puis c'est comme si les ménages voulaient quelque chose d'équivalent à l'automobile, genre un service de porte-à-porte aussi rapide, aussi efficace. Je pense qu'on n'y arrivera pas, mais de développer un transport en commun qui puisse s'approcher le plus possible de l'automobile. Par exemple, les autobus sur des voies réservées, c'est déjà mieux que des autobus qui circulent sans voie réservée. Je veux dire, au moins, pendant les heures de pointe, les autobus peuvent circuler, les personnes arrivent à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas quand les personnes circulent dans leur automobile. Donc, j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être pas une impression, mais je pense que le transport en commun, on n'en parle pas assez, il n'est pas visible, il y a plein de publicités sur toutes sortes d'automobiles, peut-être pas à la radio, mais à la télé, partout, puis il n'y en a quasiment pas sur le transport en commun, quelquefois des petites campagnes, mais alors que dans le fond, ça devrait être vraiment mis en valeur, là, ça devrait être... Mais c'est pas concurrentiel, hein, on dirait, parce que l'auto, moi-même, j'ai pas particulièrement besoin de l'auto dans mes déplacements, mais je viens beaucoup de la culture de l'automobile, puis à chaque fois, je me laisse un peu séduire en me disant « j'aimerais donc ça, avoir une belle auto de l'année », puis bien sûr, un SUV, là, on est tous d'accord, là. Il y a cette promotion des nouveaux véhicules plus modernes, plus gros aussi. Ouais. Après, lorsqu'on pense à l'autobus, il me semble que c'est pas séduisant. Là. C'est sûr que c'est moins séduisant parce qu'il faut se conformer à certains horaires. Ils peuvent pas circuler partout. Ils peuvent pas passer forcément devant chez vous, devant chez moi, puis devant chez vous non plus. Je veux dire, il faut se déplacer pour... Mais je trouve quand même à Québec, le service de Métrobus, entre autres, les express, c'est déjà super. Là, je veux dire, quand on a la chance, quand on a fait le choix de demeurer à proximité d'un circuit de Métrobus, ben, on n'a même quasiment pas besoin de regarder sa montre. On se présente, puis à un moment donné, il y a un Métrobus qui va passer aux heures de pointe. C'est assez régulier. Donc, le tramway veut un peu reproduire ça. Dans les banlieues, il y a quand même des services d'autobus express qui sont relativement efficaces parce que, justement, il faut bien sûr qu'ils circulent en voie réservée, mais les horaires sont respectés. Vous êtes assuré d'arriver à votre lieu d'emploi à l'heure. Puis ces réseaux-là desservent quand même les principaux lieux d'emploi à Québec. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas partout, mais... Pour le navettage. Beaucoup de ça est lié aux investissements qu'on a fait des
centaines de milliards de dollars, finalement, qu'on a investi au Québec, au Canada, dans le transport automobile. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas Dieu qui a fait en sorte que dans une ville, c'est l'automobile qui est le plus efficace. C'est grâce à ces investissements, grâce au choix de développement urbain qui est comme la banlieusisation qui est conçue autour des déplacements. Mais c'est pas Dieu, là. Tu dis que c'est pas Dieu qui a fait ça. Je suis pas certain, mais... On a toujours le doute, hein, quand même. Il est un peu partout, là, mais... Oui, c'est comme tu dis, c'est des politiques publiques pendant des décennies qui nous ont emmenés à favoriser l'automobile. C'est ça, je pense que c'est difficile aujourd'hui, c'est de voir, OK, là, on a cette réalité. Oui, OK, on peut les critiquer et on le fait facilement, mais c'est un fait qu'à Québec, c'est plus facile de se déplacer en auto, mais on a besoin d'investir. Comment ça? C'est des gros montants d'argent et c'est... contre-courant aussi. On lutte contre une culture, on lutte contre des habitudes enracinées. Oui, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, tout le développement s'est fait pour et par l'automobile. La banlieue, voyons, le développement des banlieues n'a pu se faire que parce qu'il y avait l'automobile en grande production abordable et aussi parce que les gouvernements ont construit un réseau autoroutier dense et qui couvrait un immense territoire. À Québec, c'est un peu ça aussi qui a donné le go. Là. Je veux dire, quand les autoroutes ont été développées, l'autoroute Laurentienne, bon, tout ce réseau autoroutier-là, quand il a été mis en place, ça a été comme un signal à tout le monde, go, aller en banlieue. Ça a modifié l'accessibilité complète du territoire. Mais pourquoi c'était une bonne idée en 1950, puis en l'an 2000, c'est plus une bonne idée? À l'époque, c'était vu comme la modernisation. Ça allait avec un peu le besoin de se moderniser. Il y avait l'automobile qui arrivait. Puis l'automobile était un synonyme de liberté. Les premières automobiles permettaient aux plus aisés d'aller, de profiter des parkways en Ontario, d'aller se promener le dimanche, d'aller se baigner. C'était vu comme un outil de liberté, mais assez rapidement, c'est plus du tout, c'est plus resté un synonyme de liberté, c'est resté un synonyme de contrainte. Quand on voit aujourd'hui les véhicules qui sont coincés dans la congestion, on parle plus du tout de liberté, mais ça, ces images-là, on les voit jamais dans les publicités. Hein. Vous l'avez remarqué, là, c'est toujours la voiture idyllique, une seule auto en plein centre-ville. Bon. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a hérité d'un lourd passé automobile, d'infrastructures routières et c'est difficile de reculer, c'est difficile de changer ces comportements-là, ces acquis-là. Ça prend des modifications de comportement, des prises de conscience pour se rendre compte que, bon, il y a d'autres choix, puis que ces choix-là, finalement, sont pas si mal que ça. Mais là, ça dépend bien sûr des choix de localisation. Bon, choix de localisation, mettons de la localisation résidentielle. Quand on parle souvent de choix, mais est-ce qu'on a encore le choix ces années? Je ne sais pas. Là. Ou en tout cas, le choix, il coûte cher. Là, je veux dire, mais, oui. Mais une fois qu'on est à proximité d'un réseau de métrobus, là, c'est un peu ça l'idée des réseaux de métrobus, de couvrir à peu près, de circuler à... Comment dire? De couvrir le territoire d'à peu près la moitié de la population de Québec. Quand ça s'est développé à la fin, dans les années 95, à peu près dans ces eaux-là, si je me souviens bien, il y avait la moitié des habitants qui vivaient à 500 mètres ou moins d'un réseau de métrobus. Mais bon, après ça, la ville a continué à s'étendre et cette proportion-là a diminué. Mais ah oui, OK. L'idée, c'était que, oui, tout le monde, pas tout le monde, mais une bonne partie de la population avait un métrobus pas tellement loin. Bon. Mais les réseaux se sont quand même développés dans les dernières années. Il y a le 807 qui s'est développé, on en ajoute, mais pas au rythme nécessaire, pas un rythme soutenu. On est toujours comme en retard. Donc, et puis une fois que les ménages ont 2 véhicules dans la cour, c'est difficile de dire, bon, je le laisse là, puis je vais prendre l'autobus, parce que... Ouais. Mais en réalité, c'est plus cher, l'autobus. Quelqu'un qui a déjà un véhicule, il paye l'assurance, paye le véhicule, il paye le stationnement, etc., etc., etc. Changement de pneus, peu importe, 2 fois par année, si on l'utilise pas. En réalité, prendre l'autobus, si on veut aller à l'épicerie ou chercher l'enfant à la garderie en autobus, ça coûte 7,50. Si on le fait en auto, ça coûte 50 cents. Parce que l'auto est déjà achetée, mais quand on calcule tout, là, ça, je suis pas sûr. Si on calcule l'achat de l'automobile, les taxes, l'assurance...
C'est juste que le carburant, mais une fois qu'on l'a, oui. Oui, C'est comme vrai. la structure de paiement d'un véhicule, on paye toutes ces affaires, Oui. peu importe Oui. si on l'utilise ou pas. Puis ça, c'est souvent, je sais qu'il y a des pays où on paye, par exemple, l'assurance, le tarif d'assurance est en lien avec le kilométrage qu'on fait dans une année. Et donc, à la fin de l'année, on peut voir si on utilise moins son véhicule, on paie moins cher l'assurance. Mais c'est comme un autre élément de l'auto qui le rend difficile de faire un autre choix. Tout à fait. Effectivement, parce que c'est du porte-à-porte, c'est relativement rapide. Et on entend beaucoup les personnes dire, même s'ils sont dans la congestion, ben, ils sont dans leur bulle, dans leur auto, avec personne d'autre ou quelqu'un de leur famille, mais pas d'étrangers. Ils écoutent la musique qu'ils veulent, ils prennent leur café. Ça peut être vu comme la continuité de leur maison. T'sais, ils sont comme un absolument, oui. Mais ça, c'est sûr que l'autobus, il peut pas, ou le métro, ou le tramway, peut pas concurrencer ça. Là, ça Mais est-ce prend... que c'est une bonne chose? Je me demande, pour être honnête, des fois, je prends l'auto assez souvent. Je deviens pas antisocial. je vais me fâcher avec celui qui est trop lent ou trop vite, trop rapide. Ben oui, on est comme coupé, justement. On est dans une boule et... Oui. On s'habitue à ce confort-là. Oui. Oui, mais est-ce que c'est encore... Mais versus dans l'autobus, oui, justement, on doit comme être avec les autres. On doit comme... Partager un Puis espace. souvent, ça peut être intéressant. On peut rencontrer quelqu'un en principe. On voit le monde. On interagit avec les autres. Donc, comme socialement, il y a souvent... Oui, mais c'est pas mis en valeur, puis c'est pas ce qui fait vendre l'autobus non plus, de la proximité. Ou moi, j'entends plus souvent, ben, j'ai attrapé la grippe, ça doit être dans l'autobus, parce qu'on est tous collés là, dans les... C'est vrai que le métrobus aux heures de pointe, il y a quand même beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de monde, donc effectivement, c'est pas des conditions de transport non plus qui sont toujours agréables. Quand tout le monde est debout à l'heure de pointe, c'est pas le fun. Là. C'est vrai que, toute chose étant égale par ailleurs, être assis dans son auto, même si ça avance pas vite, ça peut être plus agréable ou plus cool, disons, là, que d'être coincé comme des sardines. Oui. On n'a pas des conditions qui favorisent non plus le transport en commun à Québec. Là. En tout cas, aux heures de pointe, là, ça peut être... Ça peut être... Enfin, il faut vraiment être convaincu, puis voir les avantages, puis penser à l'environnement, aux émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Ou à notre portefeuille. D'autres vont le faire pour des questions financières. Oui, effectivement. Ou des questions financières, ou des questions de tranquillité d'esprit. Là. Ça peut être des choix. Dans le fond, sans être anti-automobile, mais l'idée, c'est de dire, ben, il y a des moments dans la journée où il y a des parcours où peut-être que je peux laisser mon automobile à la maison, marcher... Prendre mon vélo pour ceux qui sont en mesure de le faire. Là non plus, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Prendre l'autobus parce que c'est plus pratique sur ce parcours-là, parce que j'aurais pas à me soucier du stationnement, j'aurai l'esprit libre. Je prends l'autobus, je débarque, je marche un peu, j'arrive. Il y a des endroits qui sont très bien desservis où on se pose pas la question, puis il y a d'autres endroits où c'est comme, bon, non, là, si je veux aller là, j'ai besoin de mon auto. Mais l'idée, c'est pas d'interdire l'auto, là. On peut pas... Moi, j'aime quand même bien une balade en voiture, mais je trouve que c'est sédentaire comme mode de transport. Moi, c'est pour ça que j'utilise davantage la marche, puis l'été, lorsqu'il fait beau, le vélo. Mais vraiment... Puis ça peut être un enjeu de santé publique, même. Clairement. Il y a des milieux qui sont dits... comment est-ce qu'on dit ça? Mais qui, effectivement, qui ne favorisent pas la santé. Les banlieues sont souvent associées à ça parce que tout se fait en auto. Il vous manque du lait, ben, prenez l'auto. Alors que dans un quartier central, là, il manque du lait, bon, on prend une petite marche au dépanneur à 5 minutes, puis... Oui, puis... Toutes ces petites choses-là, accumulées les unes aux autres, font en sorte que, oui, effectivement, au bout du compte, les gens marchent moins. Puis la marche, c'est comme la base de l'activité physique. J'entendais Jean-Pierre Després qui disait pas besoin, pour être en forme, pas besoin de courir des marathons, marcher 30 minutes par jour. Puis c'est correct, là, ça fait la base. Ça va faire parce que si tu as un emploi qui est relativement sédentaire aussi, ben là, tu arrives chez vous le soir, tu es un peu fatigué, tu vas sur le divan et voilà, tu n'as pas bougé de la journée. C'est ça, tu as passé la journée complètement assis du matin au soir sans bouger. Fait il n'y a rien de bon là-dedans, effectivement. Mais c'est facile, je veux dire, il y a une idée de facilité.
on est peut-être devenus un peu paresseux, les êtres humains, avec l'enrichissement de la société et tout ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que moi, c'est dans mes voyages que j'ai découvert beaucoup le mode de vie un petit peu plus urbain en Asie, puis en Europe, où j'ai vraiment apprécié de marcher dans les villes, utiliser même les transports en commun dans les villes européennes et asiatiques. Et puis, j'ai voulu reproduire ça ici, mais honnêtement, c'est pas le même niveau de succès, là. C'est pas le même niveau de confort. J'ai souvent pensé abandonner. Qu'est-ce qu'ils font en Europe ou qu'est-ce qu'ils font en Asie qu'on peut dire, ça, c'est des conditions gagnantes pour mettre de l'avant un mode autre que l'automobile? Je pense qu'ils ont développé les transports en commun beaucoup plus tôt. Ils ont investi beaucoup plus que nous, en tout cas dans la plupart des petites villes qui sont maintenant desservies par des bons systèmes structurants, Strasbourg, Grenoble. Ils ont dû lutter aussi contre une forme de refus de la société, parce que je me souviens, à Grenoble, les élus disaient, le projet, on a dû se battre parce qu'il y avait un taux d'appui relativement faible, à peu près de l'ordre de ce qu'on a ici, mais... Comme on trouve à Québec. À force En fait, c'est qu'à un moment donné, c'était la décision, il fallait le faire, puis là, tout le monde est content, il n'y a personne qui reviendra en arrière. Donc, ils ont été... Peut-être qu'ils étaient moins coincés dans une espèce de société polarisée comme on a ici. Ici, mon directeur de thèse, qui est décédé maintenant, Paul Villeneuve, il disait, à Québec, il y a deux villes, la ville du métrobus, puis la ville des autoroutes, la ville des banlieues. Puis ces deux villes-là, socialement, elles ont des habitudes de transport différentes, des habitudes de logement, beaucoup de choses de différentes, mais c'est comme si ça avait créé une espèce de polarisation qui fait qu'on est comme... C'est très difficile d'avancer, de progresser dans ces questions-là. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça existe en Europe? Je sais pas. On le sent moins. On sent plus que, sans doute pour des questions de contraintes d'espace, de densité de population, les transports en commun, j'ai l'impression qu'ils ont vite gagné en popularité parce que c'était le moyen de se déplacer de façon efficace plutôt que d'être pris dans le trafic, parce que la densité faisait en sorte que ça devient assez intolérable là, de circuler en auto. Donc, ils ont investi ça, oui, ça, l'investissement, puis c'est toujours les modes les plus efficaces qui gagnent. Je pense que c'est comme dans les villes européennes, je me souviens, j'ai lu quelque chose sur la ville de Zurich en Suisse, qui est une des villes les plus riches au monde, avec un nombre de milliardaires par habitant plus haut que les autres villes en Europe. Et même les milliardaires prennent le tramway en ville parce que c'est simplement le mode qui est le plus efficace pour se déplacer. Donc, ça va dans les deux sens. Un système de transport collectif qui est efficace, mais aussi des restrictions à l'utilisation de l'automobile. De dire que dans une telle zone, l'accès est très restreint, les stationnements, le temps qu'on peut stationner est très limité. Et... voilà, ça, c'est quelque chose, je pense, dans une ville comme Québec qui est très difficile. Toute restriction à l'efficacité de l'automobile, à l'accès automobile est controversée. Oui. On voit ça à Québec. Je ne sais pas si vous suivez les rues partagées, par exemple, à Québec. Oui. C'est le stationnement qui fait souvent polémique. Le fameux stationnement, effectivement, qui est encore... Toutes choses étant égales par ailleurs, très abordable. Je n'ai pas de chiffres ici de moyenne, mais comparativement à ce qu'on voit dans d'autres villes au Canada, se stationner à Québec, ça coûte vraiment pas cher. Là. Mais donc, il y a de temps en temps, on entend des politiciens ou des militants qui vont dire, bon, on devrait peut-être augmenter le coût du stationnement pour justement rendre ça un peu plus difficile, que les gens se posent la question, oui, peut-être que... OK, je vais peut-être prendre le métrobus parce que tant qu'à me déplacer, payer un stationnement très cher. Donc, ça, c'est encore très abordable, mais effectivement, c'est comme une chasse gardée. Dès qu'on touche à l'idée du stationnement, il y a comme une levée de bouclier. Mais il y a un contexte aussi particulier à Québec. On dirait c'est vraiment très différent de Montréal, parce qu'à Montréal, effectivement, quand on prend le métro, on peut croiser... des gens d'affaires, je veux dire, c'est pas forcément relégué aux étudiants ou bien aux personnes âgées ou aux personnes défavorisées. Je veux dire, tout le monde prend le métro à Montréal parce que c'est le moyen le plus efficace de se rendre au centre-ville pour travailler, peu importe. Donc, et même en Bixi, l'été, on voit des gens complets abondamment là, qui voyagent en Bixi. Ça change, c'est pas...
peut-être que la culture automobile est un peu moins présente du fait que c'est une île, qu'il y a déjà des contraintes d'espace, que c'est déjà très dense. Mais dans des secteurs comme le centre de l'île de Montréal ou même les quartiers centraux à Québec, là, il y a les pourcentages de personnes qui se déplacent en mobilité active sont quand même assez élevés. Là, quand on regarde les chiffres des enquêtes, c'est pas si loin. On n'arrive pas à Amsterdam, ni à ces villes-là, mais je veux dire, on s'en approche quand même aux heures de pointe des taux qui sont quand même... Ça se compare. Ça peut se comparer, mais après ça tombe. Dès qu'on sort des quartiers centraux, ça tombe rapidement, effectivement. Là. Mais on peut s'approcher de certaines caractéristiques, mais on est loin quand même. Puis effectivement, c'est des changements qui sont difficiles à opérer, des changements de comportement, parce que ça implique que les gens doivent se priver de quelque chose, qui n'ont plus l'entière liberté d'aller où ils veulent, quand ils veulent. Donc, il y a comme une restriction, mais dans le fond, on peut le voir comme un partage, un meilleur partage, sans forcément le voir comme une exclusion ou des restrictions imposées à une partie de la population. Mais... Ouais, c'est toujours... il faut avoir une vision à long terme. Il faut voir 10 années à l'avenir, 20 années à l'avenir, et étape par étape, je pense. Oui, c'est mais ça, c'est pas difficile de concevoir, peut-être, mais... Tu sais, dans le fond, le tramway, on en parle depuis des années. Au moins. Il y a une certaine vision. Hein? C'est une grosse étape, ça. En parler. Oui, mais on peut dire qu'il y avait une espèce de vision. Les premiers qui en ont parlé, il y avait une vision, mais je veux dire, cette vision-là, aux 4 ans, elle est bousculée, elle est remise en question avec les fameux périodes électorales, les fameux mandats électifs. Je veux dire, on fonctionne de 4 ans à 4 ans, de promesses de 4 ans à 4 ans, mais en transport en commun, il n'y a pas grand-chose qui peut se réaliser sur une période de 4 ans. Là, fait que ça prend des décisions difficiles, et la personne qui les prend ou le parti qui les prend, mais il n'est pas sûr d'être là plus de 4 ans. C'est un contexte un peu particulier. Ouais, je trouve que c'est dommage le tram. Effectivement, moi je suis à Québec depuis bientôt 20 ans, puis je me souviens quand je suis arrivé, c'était à la une. Il parlait des tramways. Ah oui, il y a 20 en 2006. Mon je me souviens. Oui. C'était à la une. Voilà, c'était un gros sujet déjà à cette époque. 20 ans, c'est presque une génération. C'est ça, exactement. Puis je pense à ça, comment ça peut exactement quelque chose, réseau structurant, efficace, qui autour duquel c'est comme une première étape qui va permettre aux... comme on pense, Sébastien, tu parles souvent du TOD, le Transit Oriented Development. S'il y a un réseau comme ça, on construit autour les projets de immobilier, logement, commerce, puis ça fait en sorte que quelqu'un peut vivre, faire leurs achats, aller à l'école, etc., par transport collectif. Et quand c'est efficace, quand c'est moins cher, c'est là où on va pouvoir prendre ses choix. Effectivement, c'est ainsi que le tramway s'est développé dans la plupart des villes en Europe. On commence par le centre-ville, puis après ça s'étend parce que ça gagne en popularité, puis effectivement l'autorité responsable le développe petit à petit, puis ça finit par se rendre dans les banlieues, puis à rendre accessibles effectivement les banlieues, mais en transport en commun confortable et efficace, un peu plus efficace. Mais ça prend du temps, effectivement. Mais, parce que souvent, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'expérience. Hein. Lorsque tu ne l'as pas vécu, souvent, il peut y avoir beaucoup de préjugés, mais lorsque tu as vécu à proximité, par exemple, d'un tramway ou même d'un métro, c'est là qu'à un moment donné, tu viens l'intégrer, puis tu en prends goût. Là. Oui, tout à fait. À la limite, même pour l'autobus, je veux dire, les jeunes qui prennent l'autobus aujourd'hui, ils sont habitués, mais il y a des jeunes qui n'ont jamais pris l'autobus. Là, ils sont déplacés dans le véhicule de leurs parents, matin et soir. Bon, peut-être pour toutes sortes de bonnes raisons, mais alors, pour eux, embarquer dans l'autobus, puis il y a beaucoup encore de préjugés vis-à-vis les utilisateurs d'autobus. À Québec, c'est souvent vu comme, c'est ça, les étudiants, les personnes âgées, puis les personnes défavorisées, alors qu'on trouve toutes sortes de catégories sociales. Là. Ça reste, c'est des préjugés. Là. On va dire, si on est comme dans la quarantaine, on présume qu'on a perdu son permis. On vient de sortir de prison, mais on n'a pas fait nos papiers encore. Mais
Non, mais c'est vrai. Puis j'entends les ados. C'est drôle, on entend les enfants. Les enfants, ils aiment ça prendre l'autobus. Par exemple, comme avec ma fille, aller au centre commercial en autobus, c'est un trip. Elle aime ça. Okay. C'est vraiment drôle. C'est une activité, ouais. Ouais, exact. C'est différent. Puis, je sais pas, on pas comme. C'est comme un ménage un peu. On reste debout, puis ça bouge partout. C'est comme bref, mais les ados, exact. Un manège. Manège, c'est ça. Oui. Mais les ados, exact, ils commencent à se dire. Hey, j'en ai marre, j'ai hâte de pouvoir acheter une voiture. Avoir mon permis. Avoir mon permis, exact. Ça prend 3 fois plus de temps pour les déplacements en autobus. On peut pas aller partout. Et c'est comme, puis c'est vu comme quelque chose... t'as pas une voiture, c'est comme t'as pas réussi. Oui. C'est comme un symbole, encore comme dans les années 40, 50. C'est un symbole de succès. Mais dans les milieux urbains, cette tendance-là, elle diminue, hein, la volonté d'avoir un permis de conduire rapidement. Là. Il y a, j'ai pas les statistiques récentes, mais il y avait un chercheur qui avait commencé à regarder ça, puis il disait que dans les groupes d'âge, mettons de 16-19, là, ça avait tendance à diminuer le pourcentage de jeunes qui avaient un permis de conduire, qui attendent. Il se dit plus tard, pour le moment, j'en ai pas besoin, je circule avec l'autobus, le vélo, pas besoin d'une auto, c'est encombrant. C'est vrai qu'il y a des quartiers où l'automobile peut être vraiment encombrante, mais puis bon, il y a quand même les coûts. Donc, mais bon, dans les milieux urbanisés, c'est sûr, dans les milieux ruraux, c'est pas tout à fait le cas, là, mais... Ouais, je sais, comme à Montréal, dans une ville comme Montréal, c'est une tendance. Pour les ados, les jeunes universitaires, et oublie ça, avoir une voiture, c'est déjà assez cher la vie, merci. Oui, puis c'est un paquet de troubles, tu la stationnes où, puis... effectivement, c'est pas... puis même il y a des quartiers à Québec où c'est pas agréable dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tout ça là, d'ailleurs c'est de là qu'est né le concept d'autopartage avec Benoît Robert en 96. Il était résident de communauté exactement de Saint-Jean-Baptiste, parce que à un moment donné, si chacun est propriétaire de son auto dans ces quartiers-là, c'est pas possible. Pourtant, l'auto permet de faire certaines choses, d'avoir accès à certains commerces qui ne sont pas dans notre quartier, mais est-ce qu'on est obligé d'en avoir une chacun dans sa cour? Peut-être pas, là, mais... Puis des fois, une deuxième, c'est ça. Ça peut bien remplacer la deuxième. Oui, effectivement. Oui, c'est comme ça qu'ils se vendaient, dans le fond, de vendre remplacer la deuxième auto par l'autopartage. Oui, tout à fait.